Nous vous proposons de poursuivre avec la troisième partie de ce webinaire dédié à l'adaptation du système de santé lui-même au changement climatique. Et nous démarrons cette section avec l'intervention de Patricia Salomon. Madame Salomon, vous êtes directrice déléguée prévention et protection de la santé à la direction de la santé publique de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous allez nous présenter quelques éléments de cadrage sur les enjeux d'adaptation du système de santé face à ce changement climatique. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous présenter quelques enjeux et leviers d'adaptation pour le secteur de la santé. Très rapidement, nous avons vu que le système de santé doit s'adapter à des impacts sanitaires croissants tout en réduisant sa propre empreinte carbone. Alors, s'agissant des enjeux d'atténuation, euh, quelques illustrations et projets seront présentés dans l'intervention suivante. Je vais centrer là mon intervention sur les enjeux d'adaptation. Nous venons de voir à travers la présentation de Santé publique France les effets multiples du changement climatique sur la santé. Ils vont donc conduire à une augmentation des besoins en soins, des risques accrus pour les personnes les plus vulnérables et une hausse des risques sanitaires liés à l'environnement qui vont là aussi générer des besoins de gestion des risques sanitaires. Donc tous ces effets vont mettre en tension le système de santé. Ainsi, pour limiter l'impact du changement climatique sur la santé des populations, il faut que nous agissions sur deux axes simultanément. D'une part, limiter les effets du changement climatique sur la santé, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins de malades, moins de victimes, moins de pression sur le système de santé. Et deuxième axe, agir en faveur de la résilience du système de santé pour maintenir la qualité, la continuité des soins. Alors, s'agissant du premier axe, nous pouvons là identifier différents leviers d'action qui peuvent être mobilisés. Tout d'abord, il s'agit d'agir sur les déterminants de santé, donc limiter les effets environnementaux, nous les avons vus précédemment, donc avec un enjeu fort sur la protection de la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation, la prévention des risques liés à la pollution et la préservation de la biodiversité, les aménagements urbains. L'objectif, c'est de pouvoir limiter l'exposition des populations aux fortes chaleurs, de pouvoir développer la nature en ville, de mettre l'accès, par exemple, à des lieux de baignade. Et nous avons également un enjeu plus global qui est l'approche une seule santé. Donc l'approche qui reconnaît que la santé humaine, animale, végétale et l'ensemble de l'écosystème et du vivant en général sont liés et interdépendants. Pour limiter l'impact du changement climatique sur la santé, nous avons vu également qu'il y a un enjeu fort sur la protection des personnes vulnérables. Elles sont en effet, nous l'avons plus exposées aux effets de la chaleur. Donc là, l'enjeu, ça va être de leur mettre à disposition des lieux rafraîchis, des points d'eau. Il va y avoir un enjeu sur l'adaptation des rythmes scolaires en période de canicule pour assurer la continuité pédagogique, des enjeux de rénovation aussi des bâtiments accueillant ces publics. Et enfin, un autre levier important, c'est l'information, l'éducation de la population, les inciter à l'adaptation de leur comportement pour s'assurer de leur protection lors des pics de chaleur, s'assurer aussi qu'il y ait des réseaux d'entraide qui se développent, des gestes barrières, et plus généralement développer une culture du risque comme on peut la voir dans d'autres exemples étrangers. Nous avons vu juste là comment limiter l'impact du réchauffement climatique sur la santé, quels peuvent être les leviers sur lesquels nous devons agir. Nous allons voir là maintenant le deuxième axe euh, pour renforcer la résilience du système de santé. Alors, le système de santé est doublement impacté avec un plus grand nombre de patients à prendre en charge, mais il est aussi impacté comme toute autre structure. Il est soumis et exposé aux aléas. Or, le système de santé repose sur des infrastructures, bâtiments, industries pharmaceutiques, des chaînes d'approvisionnement complexes, étendues, vulnérables, qui vont concerner les flux médicaments, matériels médicaux, énergie, eau, transport. Les ressources humaines du système de santé peuvent elles aussi être impactées
hein, peuvent subir le risque et épidémie, canicule également. Donc toutes les ressources du système de santé sont également là à protéger. Il y a un enjeu à renforcer leur résilience. Par ailleurs, ce défi est d'autant plus grand qu'il y a d'autres enjeux euh, non liés au réchauffement climatique, mais le système de santé montre déjà aujourd'hui des fragilités, des tensions hospitalières lors de pics épidémiques et des fragilités sur le recrutement des ressources humaines. Et il va devoir faire face aussi à des défis qui vont se surajouter, notamment le besoin lié au vieillissement de la population, le fait que dans quelques années, nous aurons plus de personnes âgées dépendantes, plus de personnes avec des maladies chroniques euh, à prendre en charge. Donc, on le voit, les étés pourraient être une saison qui cumule chaleur, coups de chaud, des infections, éventuellement un risque épidémique et qui vont impacter la capacité de réponse, y compris sur le plan opérationnel, à travers les transports sanitaires, la mobilisation des opérateurs du SDIS, par exemple, ou de la protection civile, qui vont eux-mêmes être mobilisés, par exemple, s'agissant du SDIS, sur les incendies. Donc, c'est l'ensemble des acteurs du système de santé qui est concerné, à la fois dans chacune de ses composantes, mais de façon systémique. Parce qu'un événement qui touche un établissement de santé va également toucher les établissements autour, les professionnels de santé de ville, le transport sanitaire, la façon dont la régulation du SAMU et des urgences peut s'organiser. Par ailleurs, il faut également, quand on se projette sur l'adaptation du système de santé, bien avoir en tête les évolutions qui le concernent actuellement en matière à la fois de prévention, l'évolution des personnes âgées. Nous aurons plus de personnes âgées dépendantes à domicile dans quelques années. Ça peut être à la fois une contrainte, à la fois une opportunité s'il y a bien un réseau d'entraide autour pour faire face aux épisodes de canicule. Donc, en synthèse, s'agissant des leviers d'adaptation, ils sont nombreux. Ce qui est important de retenir, c'est que lorsque le système de santé est en tension, il est plus que nécessaire d'agir en prévention et d'être sur le juste soin, c'est-à-dire la pertinence, le bon usage du système de santé. Il y aura un enjeu sur l'anticipation et la gestion des crises, surveillance épidémiologique, alerte et toute l'anticipation en amont, préparation, coordination, gestion de crise en période de canicule ou d'événements climatiques. Il y a un enjeu également sur l'organisation et les ressources humaines, l'adaptation des parcours de soins lorsqu'une zone est impactée en période de canicule et des enjeux de formation et d'anticipation des pics d'activité. Un sujet sur la résilience des infrastructures et la réduction de l'empreinte carbone qui sera développé tout à l'heure. Et un autre enjeu et levier, c'est la sécurisation des chaînes d'approvisionnement des produits de santé. Donc en conclusion, il convient d'agir à la fois sur les territoires, sur les environnements, en prévention, pour qu'ils deviennent vivables sous un nouveau climat et limiter les impacts sur la santé. Et ça sera notamment l'objet des échanges lors de la table ronde en fin de matinée. Ensuite, adapter le système de santé et accompagner sa transition écologique. Se préparer aux crises pour garantir la continuité des services de santé et protéger les personnes les plus vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Salomon, pour ces éléments d'enjeu et de perspective relatifs au système de santé. Pour poursuivre et compléter vos propos, nous passons la parole à Pierre Rostand. Monsieur Rostand, vous êtes coordinateur régional transition écologique et énergétique en santé au sein de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous allez nous présenter davantage le cadre, les enjeux et les perspectives de cette démarche de transition et d'adaptation. Oui, merci Estelle. Bonjour à tous. Effectivement, l'enjeu de cette présentation, c'est de faire le lien entre les actions de décarbonation qui sont déjà menées depuis plusieurs années dans beaucoup d'établissements de santé et de faire le lien entre la question de l'adaptation au changement climatique et ces établissements de santé. Alors, je vais très rapidement passer sur la première slide qui a déjà été évoquée par Mme Courrèges, par Mme Salomon sur le système de santé, à la fois victime et contributeur du changement climatique, juste pour rappeler
que le secteur du système de santé correspond à peu près à 8% des émissions carbone nationales et que finalement la réduction de l'empreinte carbone du secteur, c'est aussi peut-être la porte d'entrée avant l'adaptation et de l'engagement des établissements, notamment dans le cadre de publication du Shift Project et de l'engagement de très nombreux établissements sur le terrain et de soignants pour commencer à réfléchir à la réduction de l'empreinte carbone des établissements. Mais cette empreinte a effectivement un impact sur le climat et sur la santé, du coup, c'est ce qu'on a déjà vu de manière très détaillée ce matin. Quelques mots ensuite sur le plan national d'adaptation au changement climatique, sur la slide suivante, qui a été évoqué par M. Lahaye, et notamment la mesure 29 qui vise à accompagner les conséquences du changement climatique sur notre système de santé. Parfois, il y a un tout petit décalage sur les slides, mais je pense que vous les avancez. Ouais, parfait. Effectivement, c'est ce que je disais aussi en introduction. Avant de s'intéresser à la question de l'adaptation, le secteur de la santé s'est surtout intéressé à la planification écologique du système. Excusez-moi, j'ai sauté une slide en fait, la slide sur la planification écologique, je suis désolé. Notamment par une soixantaine d'engagements pris autour d'actions prioritaires sur l'énergie, sur les déchets, sur les achats. Et donc, l'enjeu pour le secteur, et notamment dans cette feuille de route de planification écologique, c'est de mieux prendre en compte les questions d'adaptation à partir de cette année, et donc notamment dans le cadre aussi au niveau régional des travaux de la conférence des parties. Et donc, cette mesure 29 du plan d'adaptation au changement climatique vise à d'abord lancer une étude prospective sur les conséquences du changement climatique sur notre système de santé, sur les moyens et recommandations pour l'adapter et assurer la continuité de l'offre de soins. Ça permettra effectivement d'avoir en tête les moyens, les recommandations à pouvoir porter aux établissements, notamment via le réseau des accompagnateurs que j'évoquerai juste après, et puis de pouvoir aussi, dans un second temps, planifier l'adaptation au sein de chaque établissement sanitaire et médico-social du territoire. Voilà, donc effectivement, je voulais également évoquer avec vous ce matin les premiers travaux, les premières ressources et outils sur la question de l'adaptation au changement climatique, et notamment sur cette slide qui résume un petit peu des outils qui sont aujourd'hui disponibles et mis à disposition par de nombreux partenaires sur la question. Insister d'abord sur le besoin de pouvoir comprendre et convaincre, notamment aussi au sein des établissements de santé, la nécessaire action sur les questions de transition écologique et d'adaptation au changement climatique, que ce soit des ressources de l'ADEME, du CEREMA, du ministère de la Transition écologique qui sont disponibles pour ce faire. Et puis, les outils permettant aux établissements également de réaliser un diagnostic de vulnérabilité. Je pense notamment à l'outil BAT-ADAPT de l'Observatoire de l'immobilier durable et de l'ADEME qui permet, en rentrant un certain nombre de caractéristiques du bâtiment liées à sa localisation aussi, d'avoir en tête les sujets prioritaires qui sont les siens en termes d'aléas climatiques, et donc de commencer après avec que ce soit le diag adaptation de BPI France ou la méthode ACT, de réfléchir aux mesures et aux indicateurs qui vont pouvoir être suivis dans ces contextes-là. Et puis également des actions, certaines actions, on y reviendra aussi, qui sont finançables notamment par les agences de l'eau et par l'ADEME. Effectivement, donc en tant que coordinateur régional de transition énergétique et écologique en santé, je voulais vous parler également du réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé, qui est une des mesures du Ségur de la santé, qui a été mis en place en 2021-2022, et qui vise à doter les établissements sanitaires et médico-sociaux de ressources pour piloter ces sujets, notamment les questions énergétiques, mais aussi les questions d'empreinte carbone, de réflexion sur les bâtiments, les déchets, les achats également. Ce réseau permet aussi une dynamique régionale, nationale, de mise en commun, de travail, et effectivement a également des premiers résultats en termes d'atténuation, mais on verra après dans la suite que les imbrications atténuation et adaptation sont nombreuses. Donc effectivement, sur ces premiers résultats, sur
le réseau CTES, aujourd'hui, on a des consommations énergétiques qui sont en baisse sur les établissements accompagnés, qui entraînent des non-dépenses énergétiques grâce à l'accompagnement de ce réseau. Et de plus en plus, voilà, on va tourner l'accompagnement de ce réseau aussi sur les questions d'adaptation, que ce soit sur ces études de vulnérabilité dont on parlait avec les outils Adapt, sur la réflexion sur les co-bénéfices entre atténuation et adaptation, que ce soit sur les bâtiments, la sobriété hydrique, la réflexion également sur les soins éco-responsables. C'est un réseau qui a fait ses preuves, c'est un réseau qui aujourd'hui voilà, des modes de financement qui évoluent. Effectivement, il y a aussi la démonstration de l'intérêt de se regrouper pour mettre en commun ce type de ressources. Et donc là-dessus, on est aussi disponible au niveau du réseau pour montrer un petit peu ce que ça a pu apporter en termes de résultats. Et rapidement, je vous laisserai consulter les nombreuses ressources du réseau qui sont disponibles sur le site de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit sur les outils, les retours d'expérience, mais aussi sur la réglementation. Pour continuer cette présentation et notamment introduire aussi le retour d'expérience qu'on aura par la suite du centre hospitalier Alpes-Isère. Atténuation et adaptation, c'est aussi de nombreux co-bénéfices entre eux. Et c'est vrai que jusqu'à présent, via le réseau, on s'est concentré sur la question de l'atténuation, donc de la baisse de l'empreinte carbone par les actions. Mais c'est important aussi en termes de message de questionner les bénéfices en matière d'adaptation et puis les autres bénéfices. Ça permet aussi de convaincre en interne de ne pas se concentrer sur la baisse de l'empreinte carbone. Si on prend le sujet de l'énergie, de la sobriété énergétique, des énergies renouvelables, évidemment, quand on réduit sa consommation énergétique, on atténue sa contribution au changement climatique, mais c'est aussi une manière de s'adapter, notamment pour gérer le risque de rupture d'approvisionnement, le risque de surcoût avec une volatilité des prix, on l'a vu en 2022 extrêmement forte. Ça permet aussi, quand on travaille sur l'enveloppe du bâtiment, sur ces systèmes techniques, d'anticiper les questions de confort estival et puis de confort tout court des publics qui sont par ailleurs des publics extrêmement sensibles qui sont dans ces établissements. Même chose sur les sujets de végétalisation, où là, on a effectivement, quand on travaille ce volet-là, une baisse des consommations d'eau, une baisse des consommations d'énergie, avec une forme de rafraîchissement, un moindre recours au rafraîchissement dans le bâtiment quand c'est bien pensé, et puis surtout des co-bénéfices en matière de santé, que ce soit sur la qualité de l'air, le confort visuel, la santé mentale ou la préservation des sols. Peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de certains de ces thématiques, sur le volet énergétique, on a aujourd'hui, alors que ce soit le réseau, mais que ce soit aussi d'autres acteurs nationaux, régionaux, des préconisations, notamment en matière de solutions passives pour gérer les vagues de chaleur, que ce soit sur la gestion du rayonnement solaire, d'empêcher au maximum le rayonnement solaire de rentrer dans le bâtiment avec les protections solaires, les taux de vitrage, la végétalisation des sites, de travailler aussi l'inertie, le déphasage du bâtiment avec notamment son isolation, où là on a un co-bénéfice finalement confort d'été, confort d'hiver, mais qui nécessite quand même un travail aussi important sur la ventilation, et ce sera aussi partagé par le centre hospitalier Alpes-Isère, et l'importance de gérer notamment la ventilation nocturne, notamment en période de vague de chaleur. Ça suppose au moment de la conception de penser le bâtiment ou de réfléchir à l'adaptation des systèmes techniques. Ces enjeux de vagues de chaleur étant d'ailleurs, on l'espère, probablement de mieux en mieux traités, notamment avec l'arrivée de la réglementation environnementale 2020 pour le secteur de la santé et un indicateur qui sera mis en place au moment des dépôts des permis de construire. Il faudra probablement aussi aller vers quelques solutions actives et avant d'avoir recours à la climatisation, de réfléchir à d'autres solutions actives, notamment les brasseurs d'air avec l'étude de l'ADEME qui a été diffusée sur le sujet, la question du rafraîchissement adiabatique, en se posant aussi la question quand même de l'usage et du personnel et des personnes qui sont occupées. Les brasseurs d'air peuvent aussi poser des questions d'hygiène, par exemple, ou des questions de ressenti, de courant d'air pour les personnes qui sont dans ces établissements. Je pense notamment aussi à l'image que vous avez en bas à droite ici d'un EHPAD dans laquelle vous avez du rafraîchissement actif, mais finalement un drap qui est mis autour de la gaine pour éviter qu'il y ait des gros courants d'air à des endroits précis de la pièce. Je voulais également vous dire quelques mots de géothermie, même si ce sera détaillé aussi par le projet grenoblois.
effectivement, il y a eu un webinaire très récemment qui s'adressait spécifiquement aux établissements de santé sur l'intérêt et les nombreux co-bénéfices des solutions de géothermie qui permettent à la fois de produire du chaud et du froid, avec des aides de fonds chaleur qui est mobilisable sur le sujet, qui est aussi une solution décentralisée, donc qui permet d'anticiper des crises d'approvisionnement énergétique également. Donc voilà, vous retrouverez à la fois le webinaire dédié aux établissements de santé et puis un livrable sur le sujet. Pour terminer rapidement, parce que l'heure tourne, en matière de végétalisation, là également, de nombreux co-bénéfices, que ce soit sur la santé, sur la biodiversité, sur la régulation thermique, évidemment, à la parcelle, pour diminuer l'effet d'îlots de chaleur urbain, avec quelques points d'attention quand même à avoir en tête. Je pense que ce sera développé aussi par la suite, sur les espèces qui sont mises en place dans cette végétalisation sur site, les coûts d'installation, de maintenance aussi à anticiper, mais qui peuvent permettre aussi d'intégrer cette végétalisation dans les parcours de soins, et donc d'avoir là aussi des co-bénéfices importants. Et puis pour terminer, quelques mots sur la question de l'eau. Là également, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux a diffusé les grandes actions gagnantes sur la question de la sobriété hydrique, puisque finalement, même encore plus que sur l'énergie, les actions à mettre en place sont encore plus, je dirais, duplicables sur la question de l'eau, de travailler à la fois sur la communication, sur les réseaux, sur les systèmes, sur le nettoyage sans eau, sur la gestion des espaces verts évidemment, et pour terminer justement sur la réutilisation des eaux, puisque depuis l'année dernière, le Code de la santé publique permet la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine, alors avec des modalités d'usage différentes selon à la fois la nature de l'eau et la nature de sa réutilisation, mais qui vont pouvoir permettre effectivement des économies d'eau importantes et la réutilisation, que ce soit pour l'arrosage, pour le nettoyage, pour l'alimentation de fontaines, etc. Donc voilà, donc effectivement, pour conclure sur ce sujet, l'idée c'est, voilà, le sujet de l'atténuation a été fortement porté par les établissements de plus en plus. Le volet adaptation, pardon, le sera aussi de plus en plus. On attend les travaux du PNAC. On est heureux de participer à la COP aussi pour porter ces sujets-là communs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rostand, pour ces éléments très précis et très synthétiques. Comme vous l'avez annoncé, nous allons les mettre en perspective avec la vision territoriale d'un acteur clé de santé. Et donc, pour cela, nous passons la parole à Hélène Sol et Joseph Montaperto. Madame Sol, vous êtes directrice adjointe en charge des ingénieries, achats logistique et sécurité, pilote développement durable et RSE au Centre hospitalier Alpes-Isère, le CHEI. Et Monsieur Montaperto, vous êtes ingénieur énergie réseau automatisme au CHEI également. Et vous allez nous parler des travaux conduits par le CHEI sur les évolutions bâtimentaires permettant de faire face au changement climatique. C'est cela. Merci à vous pour l'introduction. Merci, Monsieur Rostand, d'avoir fait le lien également. Effectivement, nous allons vous présenter les projets que nous sommes en train de mener, donc sur l'adaptation bâtimentaire au changement climatique avec ce projet éco au carré, autosuffisance énergétique. Pourquoi éco au carré? Parce qu'il est à la fois écologique et économique. Donc, voici notre hôpital central vu par drone. C'est donc le PSM de l'Isère, donc l'hôpital psychiatrique de l'Isère, qui comporte un site central de 21 hectares, 45 bâtiments et 6 grands bâtiments d'hospitalisation temps complet, dont et un 7e petit, pour 320 lits. Nous avons reconstruit entièrement notre hôpital sur 10 ans, à partir de bâtiments économes, isolés par l'extérieur, façade blanche, donc des casquettes, comme vous voyez, dans le parc. Donc, ça fait le lien avec M. Rostand. Tout est végétalisé, avec des patios intérieurs également végétalisés. Et ensuite, donc, nous avions prévu dès le départ, comme l'a dit M. Rostand, un système de night cooling qui consiste à récupérer l'air frais de la nuit par les systèmes de ventilation des centrales de traitement d'air qui sont sur les toits des bâtiments, puisqu'en hospitalisation, nous sommes obligés d'avoir une ventilation double flux permanente. Eh bien, nous avons profité des systèmes d'évacuation des fumées en cas de départ de feu pour ouvrir les volets automatiquement la nuit lorsque la température fait un certain nombre de degrés que nous avons paramétrés, rafraîchir le bâtiment, lancer les moteurs, rafraîchir le bâtiment, et au point de rosée le matin, donc lorsqu'il fait 20 la nuit, nous refermons les volets et les bâtiments sont censés rester frais toute la journée. Le problème, c'est que ça marche beaucoup moins bien lorsque nous sommes en période de canicule, lorsqu'il fait chaud la nuit. Et ça marche d'autant moins bien également
que nous sommes obligés malgré tout, toute la journée, de renouveler l'air dans les bâtiments et donc nous injectons de l'air chaud au milieu de l'air froid de la nuit, ce qui, petit à petit, au fil de la journée, réchauffe les bâtiments. D'où notre projet dont nous allons vous parler. Donc voici l'entrée du bâtiment du pôle autisme de notre hôpital, neuf, et récent. Celui-ci a été fait en 2014. Nous avons donc, comme tous les établissements de santé et autres, réalisé nos BGS, bilan des émissions de gaz à effet de serre. 2015, 2018, 2018, 2021. Nous sommes en train de faire le 2021-2024. Nous avons donc identifié que 87% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'hôpital intra-hospitalier plus les 85 structures extra-hospitalières sont constituées par le gaz de ville, le schiste central, qui est utilisé pour fabriquer donc l'eau chaude, à la fois chauffage et sanitaire. Donc pour nous, l'équation est simple. Si nous voulons diminuer les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut diminuer l'achat de gaz, il faut diminuer l'utilisation du gaz pour produire l'eau chaude. Et donc nous avons lancé en 2021 un projet benchmark, un grand comparatif de toutes les énergies renouvelables disponibles sur le site pour pouvoir regarder quelles énergies seraient les plus performantes pour notre hôpital. Donc pour ce projet, on a été accompagné par la société Otingia, qui sont spécialisés dans les énergies renouvelables. Et les objectifs qu'on leur a donnés, c'est de décarboner massivement l'empreinte énergétique du chai, de diminuer et sécuriser les coûts énergétiques. Et surtout d'être propriétaire et opérateur de toutes nos installations. Et pourquoi? Parce que nous avons un management de proximité avec des échelons de décision courts dans notre pôle et nos techniciens sont formés régulièrement à l'entretien, à la maintenance des équipements. Nous sommes hyper réactifs et donc nous souhaitons, le Covid nous l'a prouvé, être autonomes et propriétaires de nos moyens de production. C'est la meilleure manière de pouvoir garantir notre avenir, ne plus dépendre de l'extérieur. Et donc, avec ce choix volontaire également. Donc, on a fait un choix volontaire, c'est de ne faire aucune remise en cause des bâtiments qui ont été rénovés récemment ou construits récemment et des réseaux actuels qui ont été également remplacés. Donc, on va potentialiser sur l'existant. Donc, aujourd'hui, on a un réseau de chaleur qui fait à peu près plus de 4 km sur notre site qui est complètement rénové, qui alimente tous les bâtiments. Et ensuite, sur tous les bâtiments d'hospitalisation, on a des centrales de traitement d'air. Donc, on va s'appuyer sur ces centrales de traitement d'air pour faire du froid. Et donc, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comparé l'ensemble des énergies renouvelables sur le site. Nous avons étudié également les images satellites pour regarder l'ensoleillement tout au long de l'année sur les 5 dernières années et également donc, fait des pré-études. Il s'avère que la géothermie ainsi que le solaire hybride sont les deux technologies les plus performantes sur notre site, à Saint-Égrève, à côté de Grenoble. Donc, notre DG, en 2022, a demandé au bureau d'études d'étudier en profondeur ces deux solutions pour savoir si nous pourrions partir sur ces solutions pour fabriquer notre énergie. Et donc, nous avons donc écrit 2 marchés publics que nous avons confiés à des bureaux d'études pour étudier ces 2 solutions et savoir si elles pouvaient se potentialiser. Pour débuter, évidemment, comme toute étude, il a fallu leur fournir les besoins en chaud et besoins en froid de tout l'hôpital. Et donc, ils ont pu commencer leurs études qui ont duré à peu près 1 an. Donc, alors, excusez-moi, ce sont des bureaux d'études qui sont donc validés par l'ADEME, qui ont la certification OPI-QBI. Donc, il y a le schéma de principe de la géothermie. Donc, c'est un forage de prélèvement, un forage d'injection, une pompe à chaleur qui va permettre soit de chauffer tous les bâtiments, soit de rafraîchir tous les bâtiments. Et donc, évidemment, vous avez compris qu'avec la géothermie, nous avons pensé ce scénario, donc tous les deux, Joseph et moi, nous sommes ingénieurs à la base, nous avons souhaité, puisque, bon, évidemment, le changement climatique nous impose de mettre nos patients au frais, notre personnel au frais, nous avons souhaité traiter à la fois, avec la géothermie, le chaud et le froid. Donc le chaud, géothermie, le froid, le géocooling. Et donc ce scénario, nous l'avons dessiné tous les deux. Nous avons décidé de nous baser sur les installations actuelles pour donc puiser l'eau fraîche de la nappe, la refroidir encore plus et l'envoyer dans les centrales de traitement d'air qui sont sur les toits, la nuit ou toute la journée, et pouvoir rafraîchir les bâtiments toute la journée, en profitant évidemment de nos installations, sans les remettre en cause.
Alors, juste la diapo d'avant, notre site central, nous souhaitions vers cette vue satellite, car vous voyez qu'il est à côté de l'Isère, la rivière Isère de notre département. Et donc, évidemment, c'est une chance d'avoir notre hôpital à côté de l'Isère. Vous pouvez changer. Donc, le bureau d'études stratégie choisi par marché public nous a donc un bureau d'études géologiques pur et dur, a regardé la possibilité de pouvoir réaliser des forages de géothermie donc sur notre site. Il a d'abord comparé tous les ouvrages géothermiques aux alentours du projet, vous les voyez, les petits carrés mauves. Ensuite, il a regardé le sous-sol, alluvion fluviale lacustre récente. Nous sommes sur une nappe alluviale. Et ensuite, au niveau du calage piézométrique, ils ont étudié la profondeur de la nappe sur notre site, que l'on reconnaît, pour savoir où prélever l'eau et où la rendre à la nappe. Donc, en fonction des profondeurs de nappe, il faudra prélever l'eau dans les zones orange, rouge et rendre l'eau dans les zones vertes et bleues. Parce qu'en fait, la profondeur est moins importante. Et donc, pour nous assurer que ces technologies étaient pérennes, nous avons demandé au bureau d'études d'étudier la possibilité pour la nappe de nous fournir pendant 30 ans l'eau nécessaire à nos besoins. Et donc, pendant 30 ans, la nappe est capable de couvrir 80% des besoins de chauffage et 70% des besoins en climatisation. Et ensuite, donc, le schéma de droite, ce sont des schémas quand même extrêmement complets avec beaucoup de calculs, ont identifié donc comment évoluer la nappe lorsque nous prélevons l'eau et lorsque nous la rendons à la nature dans la nappe au bout de 30 jours d'activité d'un forage donc pouvant couvrir notre site. Donc les deux forages ont une distance d'environ à peu près 1 km. Et donc, nous avons identifié que ce scénario 3 que nous avons pensé sur un soir entre ingénieurs, comme quoi nous avions un petit peu d'intuition, s'avère le plus performant parmi tous les scénarios étudiés. Parce que justement, pourquoi plus performant? Parce qu'il ne remet pas en cause les installations existantes, il les potentialise, on utilise vraiment ce qui existe pour mettre en place le confort supplémentaire qui nous manque et surtout les économies aussi, vous verrez tout à l'heure, assez drastiques sur nos coûts d'exploitation. Donc, il y a un gain économique sur le scénario 3, géothermie. Donc, on a une baisse de la consommation d'énergie de 54% grâce aux performances des pompes à chaleur avec un coefficient de 3 à 4 fois. Et ensuite, du point de vue écologique, on a une baisse aussi également de 78% de notre gaz à effet de serre par rapport à la référence gaz. Hein. C'est énorme. Donc, c'est le scénario le plus avantageux parmi tous les scénarios. Et donc, évidemment, en pleine période de changement climatique, il nous faut absolument couvrir nos bâtiments en froid. Donc aujourd'hui, seules quelques salles patients communes, salles d'activité et bureaux infirmiers, dont salles de soins, sont rafraîchies. Et là, donc, il est question d'utiliser les ressources de la nature pour rafraîchir l'ensemble des bâtiments de soins avec le moins d'investissement possible. Et donc, avec Joseph, nous avons fait beaucoup de benchmarks. Nous avons visité en particulier l'installation Schneider, le bâtiment Schneider Intensity, qui est sur la presqu'île scientifique à Grenoble, qui est ultra performant. Il est entièrement à énergie positive. Il fait 4000 m², 40 000 m², pardon. Très, très impressionnant. Je vous engage d'ailleurs à aller voir les films qu'ils ont réalisés sur le sujet. Et donc, nous avons, comme tout bon ingénieur qui se respecte, visité les installations en sous-sol et nous avons identifié ce matériel qui est une thermofrigopompe. Et donc, ce thermofrigopompe permet de produire du froid encore plus intensément. Et donc, nous avons notre scénario 3 qui est placé dans un visuel 3D d'une centrale PAC chaud et froid. Donc, ce thermofrigopompe sera parmi les 3 PAC, sera une PAC donc parmi les 3 qui sera installée chez nous. Nous sommes aussi évidemment inspirés des puits norvégiens. J'ai vu passer un blog. Les puits norvégiens fonctionnent comme ça. Tous les hôpitaux dans le nord de l'Europe fonctionnent avec des puits artésiens qu'on appelait à l'époque et donc permettent de faire de la géothermie également. Une technologie répandue. Donc quand on a de la chance d'être près d'une nappe, il faut en profiter. Mais nous ne souhaitions pas en rester là puisque nous sommes donc en plein benchmark permanent sur les technologies qui existent sur le marché. Nous avons identifié cette technologie très innovante
qui a eu beaucoup de prix au niveau mondial, qui donc est un panneau photovoltaïque hybride de 5e génération, donc qui consiste à fabriquer en même temps sur la même cellule, ça n'avait jamais été fait auparavant, vous pouvez changer de diapo, à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Et donc ce panneau, nous avons envisagé de l'installer sur le parking sud du personnel pour en même temps mettre à l'abri du soleil les véhicules du personnel, qui fait 3000 m², ce parking sud. Il est au sud donc, du site. Nous avons demandé, donc, diapo suivante, donc voilà le panneau le plus performant du monde que nous avons identifié, d'une technologie espagnole issue de l'université de Saragosse, avec énormément donc, de prix gagnés, des awards. Il est donc Forbes également, Solar Impulse, subventionné par la communauté européenne. Il s'est fabriqué en même temps 70% d'énergie thermique, donc d'eau chaude, et en même temps 19% d'électricité. Vous pouvez changer de diapo. Et donc, graphe de droite, scénario de géothermie 3. Graphe de gauche, scénario potentialisé avec l'installation photovoltaïque. Et donc, vous voyez, l'installation photovoltaïque nous permet de fabriquer de l'électricité, donc pour alimenter les pompes à chaleur, de fabriquer de l'eau chaude en bleu, donc électricité orange, fabriquer de l'eau chaude en bleu, et du coup, forcément, de consommer beaucoup moins de gaz en vert. Et donc, vous voyez que la consommation en énergie finale baisse de presque 2700 à peu près 2400 grâce à l'ajout du solaire hybride. Et en plus, nous baissons de 15% de plus nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, combiner les deux technologies donc c'est un apport très fort, encore plus fort que la géothermie seule. Nous avons donc comparé l'ensemble des scénarios possibles, imaginables d'énergie renouvelable sur notre site. Le scénario noir, c'est la référence gaz. Nous nous retrouvons donc, après avoir étudié toutes les courbes, avec un coût au mégawattheure, donc un coût au mégawattheure de notre projet vert, à droite, géothermie chaud-froid plus solaire hybride, à 103 € le mégawattheure versus 141 si nous restons au gaz, ou versus 127 si nous passons au réseau de chaleur urbain, qui est donc parmi, malheureusement, les technologies les plus chères, même s'ils sont très vertueux. Nous nous rendons compte que 95, c'est en fait la géothermie chaud-froid, plus des panneaux photovoltaïques solaires purs qui ne produisent que de l'électricité. Mais par contre, ces panneaux donc solaires ne sont pas subventionnés par l'ADEME. Évidemment, notre projet ne pourra être réalisé que si nous avons la subvention ADEME. Donc, c'est le bureau d'études Manergique à comparer. Donc, voici les scénarios avant-après. Donc, avant, on avait le chauffage, on était par le gaz de ville. Aujourd'hui, par ce projet, on aurait, par la géothermie, on aurait 54% de consommation d'énergie en moins grâce aux pompes à chaleur qui multiplient par 4 la production. Et ensuite, on pourra maîtriser enfin nos coûts d'énergie, puisque le gaz est très fluctuant. Nous avons fait un calcul qui n'est pas en notre faveur, car nous achetons le gaz, moi j'ai été formée aux achats d'énergie sur des coûts de marché de manière très agile. Donc nous sommes basés sur le coût 2026 du gaz qui est à 60 € le mégawattheure. Nous avons projeté ce coût sur les 25 ans à venir. Et donc si nous projetons ce coût bas, puisqu'il était à 200 € le mégawattheure pendant le Covid, donc ce coût bas projeté sur 25 ans nous fait économiser 6 millions d'euros sur 25 ans. Alors qu'il est censé bien sûr être beaucoup plus élevé. Je sais que certains hôpitaux, y compris à travers les marchés nationaux d'ailleurs, payent le gaz et continuent de le payer 180 € le mégawattheure. Et en plus, grâce à ce projet, du point de vue écologique, on a une baisse drastique de 81% de nos gaz à effet de serre sur notre site. Et donc, là, nous avons calculé combien il faut d'euros pour abattre une tonne de CO2. Avec notre projet, il faut 18 € pour abattre une tonne de CO2. Avec la moyenne des projets financés par l'ADEME, par le fonds chaleur de l'ADEME, il faut 48 € pour abattre une tonne de CO2. Donc notre projet, en plus, est hyper vertueux. Notre conseil de surveillance à qui nous avons soumis ce projet a validé le 4 octobre 2024, donc par une motion à l'unanimité, que notre établissement donc, pouvait se lancer dans cette production d'énergie sur notre site, donc scénario 3,
du scénario géothermique couplé à des panneaux photovoltaïques hybrides que nous avons présentés. Par contre, il y a deux conditions fortes, évidemment. C'est que l'ADEME donc accepte de financer ce projet et ensuite que l'établissement puisse financer également en fonds propres ce projet. Donc, soutenabilité financière par notre établissement. Ce sont les deux conditions. Merci à vous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Sol et Monsieur Montaperto, pour cette présentation de ce projet ambitieux au sein du centre hospitalier Alpizère. Est-ce que, en complément, Madame Sol, Monsieur Montaperto, Monsieur Rostand, il vous serait possible de nous partager des éléments sur la manière dont les professionnels de santé, que ce soit dans le cadre du CHE ou plus généralement, peuvent être impliqués, notamment auprès des patients, sur les conseils et les comportements de santé adoptés. Comment les professionnels de santé peuvent-ils être mobilisés sur les conseils aux patients, les mesures de prévention, l'accompagnement des personnes vulnérables? Eh bien, nous sommes en plein là-dedans, puisque nous faisons partie tous les deux donc, de la cellule forte chaleur que nous avons activée et qui se réunit tous les 2 jours du fait de la canicule. Et donc, hier, la direction des soins, qui participe très activement également, a passé toutes les consignes auprès des professionnels pour justement repérer les patients qui peuvent avoir des coups de chaleur, limiter donc les accès extérieurs en pleine journée dans les patients en particulier et les faire se réfugier, donc les faire boire. Repérer les signes auprès des patients lorsqu'ils font carrément un coup de chaleur, lorsqu'ils ne sont pas bien. Donc être présent auprès d'eux, les rafraîchir, les faire boire et les mettre dans des salles refuges que nous avons au sein de chaque bâtiment de soins qui sont climatisés. Et pour les professionnels, nous avons également passé aux instances la possibilité de commencer à 6 heures du matin pour nos professionnels, donc dans notre pôle qui commence tôt, qui travaillent à l'extérieur et qui par exemple aussi en cuisine. Et donc, nous avons ajouté également des rafraîchissements possibles. Nous avons repéré toutes les douches dans l'établissement pour que le personnel aussi puisse prendre des douches fraîches. Il faut dire également que les patients ont la chance d'avoir dans leur chambre, depuis la reconstruction des bâtiments, chacun une douche individuelle. Donc, ils peuvent également prendre des douches fraîches. Donc, ils sont accompagnés par les professionnels qui sont sensibilisés à travers la direction des soins, donc par les soignants, pour les patients. Merci beaucoup, Madame Sol, pour cet élément de réponse. C'est une question parmi d'autres qui a été posée sur le chat, donc nous en profitons pour confirmer que l'ensemble des questions que vous posez via le chat vont recevoir une réponse a posteriori. Et donc, si des questions concernent spécifiquement le projet du CHE, Madame Sol, Monsieur Montaperto, nous nous permettrons de revenir vers vous pour formuler la réponse la plus précise à la question. Avec plaisir.